Un cargo russe dérive silencieusement sur l'Irtych. Il transporte du pétrole, du bois et quelque chose de plus précieux, du levier. Coupé de l'Europe et sanctionné par l'Occident, Moscou mise sur ses rivières pour relancer le commerce. S'étendant sur plus de 100 000 km, ces rivières ne transportent pas seulement de l'eau, elles transportent de l'influence. Une douzaine d'entre elles sont navigables, ou pourraient le devenir avec un investissement modeste. Le Kremlin les considère non seulement comme des voies navigables, mais aussi comme des corridors commerciaux, reliant la Sibérie à la Chine et l'Arctique à l'Asie. Pour l'instant, le transport fluvial ne représente qu'une infime partie du fret total de la Russie. Les chemins de fer et les pipelines assurent de l'essentiel du transport. Mais ils sont surchargés, surtout à l'est. Avec la Chine qui est désormais le principal partenaire commercial de la Russie, les infrastructures terrestres existantes n'arrivent pas à suivre la demande croissante. Voilà pourquoi le Kremlin se tourne vers ces rivières, espérant transformer la géographie en stratégie. Car si les législateurs peuvent parler des langues différentes, les rivières parlent le langage du commerce. La Russie et la Chine empruntent désormais la même voie. Le commerce entre eux a explosé, atteignant un record de 245 milliards de dollars. Moscou dépend désormais des produits chinois pour remplacer les importations occidentales perdues, tandis que Pékin achète davantage de pétrole, de gaz et de métaux russes. Mais l'essor du commerce n'a pas été linéaire. Il connaît des pics, ralentit, puis repart à la hausse. Cette fluctuation s'explique par l'absence d'infrastructures. Le réseau routier et ferroviaire de l'Est de la Russie est débordé. Il a été construit pour une autre époque, et il est maintenant trop peu nombreux, trop vieux et trop étroit pour gérer l'augmentation du fret causée par les sanctions et les changements d'alliance. Il faut admettre que la Russie a réalisé certaines améliorations. Elle est en train d'élargir le chemin de fer transsibérien et la ligne principale Baïkal-Amour, mais des goulets d'étranglement subsistent. Le tunnel de Kuznetsovski et la portion entre Tchita et Khabarovsk ralentissent le transport de marchandises et limitent la croissance future. Les Russes travaillent sans relâche pour résoudre ces goulets d'étranglement et d'autres encore. D'ici 2032, ils visent à augmenter la capacité orientale du transsibérien à 270 millions de tonnes. Mais cela pourrait ne pas suffire. La géographie est vaste, la demande augmente, et les rails en acier seuls ne peuvent pas supporter tout le poids. Pour soulager ces chemins de fer surchargés, Moscou se tourne vers ses rivières. Au cours des 6 prochaines années, le Kremlin prévoit d'investir 6,2 milliards de dollars avec des subventions pour la construction navale et des incitations pour les entreprises qui commandent de nouveaux navires de grande capacité comme des superpétroliers, des méthaniers, des vraquiers, etc. L'objectif final est de transférer le fret du rail vers la voie fluviale. Toutes les rivières n'ont pas la même fonction. Mais dans la géopolitique russo-chinoise, les rivières jouent 2 rôles très différents. Celles qui coulent du sud vers le nord, comme l'Irtych, sont principalement utilisées pour le transport, tandis que celles qui coulent d'ouest en servent souvent de frontière naturelle. Cette règle empirique rend donc les ambitions fluviales de la Russie non seulement stratégiques, mais aussi politiquement sensibles. La largeur de la frontière russo-chinoise suit le cours naturel des rivières Argoun, Amour et Ussuri. Celles-ci ont autrefois été au centre de féroces disputes territoriales, mais elles ont été résolues en 1991 et en 2008, en grande partie selon les conditions de la Chine. Mais à mesure que la Chine s'industrialise et s'urbanise, les tensions refont surface. Pékin et Moscou ne sont pas d'accord sur la manière dont le bassin doit être développé, sur le rythme de ce développement et sur son impact environnemental. Avec l'industrie chinoise d'un côté et les terres agricoles russes de l'autre, les désaccords concernant la construction non réglementée, la qualité de l'eau et les inondations deviennent de plus en plus fréquents. Et pourtant, Moscou reste en grande partie silencieuse. La pression des sanctions occidentales a rendu la coopération économique avec la Chine trop importante pour être mise en danger. Alors, au lieu de la confrontation, le Kremlin s'adapte. Les drones en sont un exemple. Le ministère russe du développement économique a soutenu des projets pour un centre international de drones dans la région de l'Amour. L'idée est simple, éviter complètement les routes et les voies ferrées. Tous les colis, pesant jusqu'à 50 kg, seraient transportés par drone au-dessus du fleuve Amour, directement vers la Chine.
Pas de pont, pas de terminaux douaniers, juste une logistique légère en infrastructure, déployée rapidement. C'est une solution de contournement à un problème croissant et un signe de l'urgence avec laquelle Moscou tente de maintenir le commerce vers l'Est. Mais l'Amour reste une frontière, pas un centre de transport. Bien qu'il soit navigable commercialement, il fait peu pour acheminer les marchandises vers le côté européen de la Russie, où se trouve la majorité de la population et de la base industrielle du pays. C'est là que l'Irtych entre en jeu. Celui-ci prend sa source dans les hautes montagnes de l'Altaï, dans la province du Xinjiang en Chine, et s'écoule vers le nord-ouest à travers le lac Zhaïsan au Kazakhstan. En chemin, il rencontre les rivières Ichim et Tobol avant de se jeter dans l'Ob, en Sibérie occidentale. À cette confluence, le bassin Ob-Irtych devient plus qu'une simple rivière, mais une véritable artère potentielle du commerce international. Ensemble, ils forment le plus long système fluvial de Russie et le deuxième plus long de toute l'Asie. Mais plus important encore, ils créent un corridor naturel reliant l'intérieur de l'Eurasie à l'océan Arctique. Pendant ce temps, les autres grands fleuves de la Russie, comme la Lena, l'Ienisseï et la Volga, forment un réseau de voies navigables intérieures qui relient le sud de la Russie à l'Arctique. Chacun joue un rôle unique. La Volga est de loin la plus développée, serpentant jusqu'à la mer Caspienne, la mer Noire et la mer Baltique à travers un réseau complexe de canaux. Le Ienisseï est également navigable, mais il est sous-utilisé commercialement en raison d'un terrain accidenté et de la rareté des habitations. La Lena, bien que reculée et gelée pendant une grande partie de l'année, est essentielle pour approvisionner les régions les plus septentrionales de la Russie pendant le court dégel estival. Ces rivières sont toutes importantes, mais le bassin de l'Ob-Irtych est différent. Ce n'est pas seulement un fleuve, c'est un corridor, une façon de réécrire la place de la Russie sur la carte sans redessiner une seule frontière, et c'est celui que le Kremlin est le plus désireux de développer. Pour les étrangers, la route maritime du Nord est souvent considérée comme risquée, mais pour Moscou, c'est l'avenir. S'étendant le long de la côte arctique de la Russie, cette voie maritime relie l'Europe à l'Asie et offre un raccourci qui pourrait redéfinir la logistique mondiale. Aujourd'hui, elle n'est navigable sans brise-glace que pendant quelques mois par an. Mais d'ici les années 2030, les tendances climatiques pourraient la rendre praticable toute l'année. C'est pourquoi le Kremlin n'investit pas seulement dans des navires, il construit aussi l'épine dorsale. De nouveaux ports arctiques y sont en construction à Mourmansk, Arkhangelsk, Dikson, Tixi et Pevek. Mais les ports seuls ne suffisent pas. Ce dont Moscou a besoin, c'est de fret provenant de l'intérieur des terres pour alimenter la route maritime du Nord. C'est là que les rivières, notamment le bassin de l'Ob-Irtych, jouent un rôle clé dans cette stratégie. En s'écoulant vers le nord depuis la frontière chinoise, ils croisent les chemins de fer russes et les principales villes. Plus précisément, ils traversent le Kazakhstan pour entrer en Russie, dans l'oblast d'Omsk, une région longtemps négligée mais loin d'être insignifiante. Omsk elle-même est la troisième plus grande ville de Sibérie avec 1 200 000 habitants. Elle se trouve déjà sur le chemin de fer transsibérien. Mais ce qui la distingue, c'est son accès au Kazakhstan, à la Chine, et en suivant l'Irtych jusqu'à l'Ob, à l'océan Arctique. Avec des infrastructures adéquates, Omsk pourrait devenir un centre de transport multimodal reliant le rail, la route et la rivière dans toutes les directions. Et elle n'est pas la seule. Plus en amont se trouve Novosibirsk, la plus grande ville de Sibérie et qui abrite 1 500 000 habitants. Comme Omsk, elle se trouve à la fois sur le chemin de fer transsibérien et dans le bassin Ob-Irtych. Mais contrairement à Omsk, Novosibirsk sert déjà de centre de distribution pour la Russie centrale. Ajoutez des infrastructures portuaires, des voies de navigation et une capacité de fret fluvial, et elle pourrait devenir le cœur logistique de l'Eurasie intérieure. C'est donc là le cœur de la stratégie du Kremlin. Fusionner les fleuves, les chemins de fer et les voies maritimes en un seul système. Il ne s'agit pas seulement de déplacer les marchandises plus efficacement, il s'agit de rediriger le flux du pouvoir. Un système comme celui-ci permettrait de contourner les points d'étranglement, d'échapper à la pression occidentale et de rétablir la Russie comme une force centrale dans un monde multipolaire. Tout cela ne serait pas inédit. À la fin du 19e siècle, les deux villes sont sorties de l'isolement pour devenir des nœuds de transport essentiels. Elles ont prospéré non pas à cause de ce qu'elles produisaient, mais grâce à leur emplacement.
Le Kremlin souhaite désormais recréer les conditions qui ont autrefois favorisé une croissance rapide, non seulement à Omsk et Novosibirsk, mais dans tout le pays. À cette fin, la Russie prévoit d'ouvrir 6 nouveaux centres logistiques multimodaux d'ici 2027. Les emplacements: Omsk, Perm, Saratov, Samara, Dimitrov et la région de l'Amour. Ces sites ne sont pas choisis au hasard. Ils forment un squelette de circulation intérieure, reliant des régions éloignées par un réseau commun de rivières. D'autres projets multimodaux de ce type devraient voir le jour dans les années à venir. Le bassin Ob-Irtych, servant de centre névralgique à la stratégie de la Russie. L'élan s'intensifie aussi hors des frontières russes. En mai 2025, le Kazakhstan et la Chine ont signé un nouvel accord pour renforcer la connectivité régionale. Il comprend des plans pour un corridor de transit multimodal qui traverse la rivière Irtych. Bien que la Russie ne soit pas un signataire officiel, le corridor traverse le territoire russe, et le Kremlin y voit une opportunité. S'il est relié à la route maritime du Nord, le corridor sino-kazakh pourrait former une seule colonne vertébrale commerciale allant du Xinjiang jusqu'à l'Arctique. Idéalement, les législateurs russes souhaiteraient que l'initiative La Ceinture et la route de la Chine soient également reliées aux bassins fluviaux de la Lena, de l'Ienisseï et de l'Ob-Irtych. Cela transformerait le visage de la Sibérie et en ferait le cœur logistique de l'Eurasie. Le président Poutine l'a clairement indiqué en mars 2025 lors du Forum international de l'Arctique, où il a exposé une politique visant à développer des ports fluviaux intérieurs, des installations logistiques, et à les relier à la route maritime du Nord et au chemin de fer transsibérien. La Russie n'en est encore qu'au tout premier stade de ce grand projet. Mais si cela fonctionne, cela pourrait transformer la géographie russe en un système logistique cohérent. Mais cette vision s'accompagne de frictions. Transformer les rivières en corridors commerciaux implique de naviguer dans la politique. La Russie a besoin de la coopération de la Chine, mais l'eau, la politique ne se limite jamais à l'eau. Pour la Chine, l'Irtych soutient la région du Xinjiang en pleine croissance rapide. Pour le Kazakhstan, il fournit de l'eau à près d'un tiers de la population et soutient presque la moitié de son agriculture. Dans les deux cas, l'Irtych est plus qu'une route commerciale, c'est une véritable bouée de sauvetage. Cela place alors les ambitions de la Russie quelque peu en contradiction avec les priorités de ses voisins. Pourtant, les Russes ne se laissent pas décourager si facilement. Les sanctions ont laissé le pays avec peu de levier, et les fleuves, autrefois négligés, sont désormais de retour dans le jeu. Et avec Moscou et Pékin côte à côte, la Russie y voit une opportunité. Dans ce pivot vers l'Est, ce sont peut-être ces fleuves qui décideront jusqu'où elle ira.